Viviamo negli edicolli che la bellezza infiora e là fuggevol l'ora si voluta. Gare ferroviaire au cœur du Paris de 1900. Devenu aujourd'hui musée, Orsay invite à remonter le temps, à traverser l'histoire de la France de 1848 à 1914. 30 ans après son ouverture, il est l'un des musées les plus visités au monde. Jour après jour, pour créer ce moment unique de l'émotion face à une œuvre, Orsay se met en mouvement, mobilisant toutes ses forces humaines pour que la beauté des collections, les secrets de leurs histoires, passent de la profondeur des coulisses à la scène, comme le spectacle d'un art toujours vivant. Dans les salles encore vides du musée se prépare l'une des grandes expositions de l'année. Mais le buste, alors, à l'intérieur, le socle, il est comment? C'est un support carré, comme ça, qui déborde légèrement. Il déborde un peu, oui. Oui, il vient casser, rompre le cercle. Revenu au goût du jour, Orsay va réveiller le Second Empire en une mise en scène qui s'annonce spectaculaire. Pour le moment, la fête impériale n'est que dans la tête des commissaires de l'exposition et du scénographe. Mais le régime de Napoléon III, tant décrié en son temps, va retrouver ici, dans des couleurs nouvelles, les fastes et l'euphorie d'une époque. Non, c'est pas une gravure, c'est une reproduction de tableau en couleur. Bon, en tout cas, on reparle de ce point-là. Ça, Hubert, c'est bien, non? Ah, ouais, ça change tout. Et du coup, En attendant les grands portraits officiels de l'empereur et de l'impératrice Eugénie, il reste à remettre au jour quelques trésors oubliés. Les grands papiers peints décoratifs, exhumés des réserves, entrent dans la danse avant de rejoindre les salles d'exposition. Le grand bal des œuvres est ouvert. La manœuvre, on commence par celui-ci, c'est le plus petit. On descend. Arrivé là-bas au niveau de la Statue de la Liberté, on le descend, on le pose au sol. Et tout le monde se positionne, il nous faut des mousses. Il nous faut des mousses et des coussins. Je vais chercher 4 coussins en bas. Nous, on va aller là-bas, ouais. Vous pouvez déjà amener les deux là-bas si vous voulez. Ouais. Lolo, tu prends entre nous la mousse là. Misterioso altera croce delizia delizia al se tu me solo mi sta. Rencontre furtive entre le Second Empire et les œuvres des collections permanentes qui transitent vers leur salle d'exposition. Renouvelés chaque semaine, les accrochages imposent une chorégraphie très précise, surtout quand le cadre du tableau pèse 300 kg à lui tout seul. Vas-y, commence. C'est bon. Voilà. On redresse. Vas-y. Attention. C'est bon, pas ici. Non. Remonte à cheville. Descends. Non. C'est bon. Ouais, moi, il faut descendre doucement.
Descends doucement. Encore. C'est bon pour tous les deux? Encore. Ok, on est dedans. C'est bon. « 10 000 visiteurs par jour, 3 500 000 par an. À peine l'entrée franchie, toute la richesse des collections d'Orsay s'offre à eux. Près de 100 000 œuvres au total, exposées en partie dans les 66 salles du musée. Une invitation généreuse à découvrir l'art du 19e siècle avec une curiosité bien vivante. Le premier choc visuel est de taille. Les Romains de la décadence. Tout un programme dans cette grande peinture d'histoire, comme on les appelle ici. D'histoire, en fait, il y en a deux. Celle que raconte le peintre Thomas Couture en cette année 1847. 3 années de travail pour peindre et dépeindre la société de son temps. Ce tableau est une critique de la décadence morale de la France sous la monarchie de Juillet. À l'époque, la classe au pouvoir est discréditée par une série de scandales. L'autre histoire est celle des collections d'Orsay quand, il y a 30 ans, le tableau quittait le musée du Louvre pour trouver sa place ici, au beau milieu de la nef, en un emplacement unique. À l'origine d'Orsay, la volonté de montrer toute la diversité de la création artistique de 1848 à 1914 est dans tous ses modes d'expression. Guidée par cette riche période de l'histoire de l'art, la première collection d'Orsay a effectivement puisé dans les réserves du musée du Louvre, dans celle du Jeu de Paume, où se trouvaient les impressionnistes, dans celle du Luxembourg et du Musée national d'art moderne, le Centre Georges Pompidou. Cette collection s'est vite enrichie par des donations, des dations, sans compter quelques chefs-d'œuvre exhumés de musées en région. Vous voyez toutes ces textures magnifiées par la richesse des tons, et puis encore une fois le grand format qui est évidemment, dans l'esprit du photographe, propre à rivaliser avec le modèle pictural. Donc, ce qu'on peut dire, la politique d'achat reste cependant très active. Régulièrement, un comité décide à bulletin secret de l'achat ou non des œuvres proposées par les conservateurs du musée. Après, dans les influences, on voit évidemment bien sûr l'influence de Bouguereau. Aujourd'hui, l'intérêt se porte sur un manuscrit, un original datant de 1920. C'est la précieuse liste de toutes les personnes qui ont contribué financièrement à l'achat par le musée du Louvre du grand tableau de Gustave Courbet, intitulé « L'atelier du peintre ». Regroupe les noms. Ainsi, c'est un véritable cadavre exquis de noms qui apparaît dans ce manuscrit. Ainsi, Bonnard, Matisse, Derain, Loeb, Breton Frise, Albert Moreau, Paul Véra, Froment Meurice, Gustave Eiffel, des musiciens comme Gabriel Fauré, Arthur Rubinstein. Ouais, bref, c'est assez impressionnant de voir le nombre de personnes qui sont réunies dans cette souscription et à travers ce document. Émile Bernard écrit la remarque suivante. L'œuvre est un chef-d'œuvre et une des plus parfaites de Courbet. Il faut que le Louvre le possède à n'importe quel prix. Les chefs-d'œuvre ne sont jamais trop chers. De l'opéra au musée. Orsay met à l'honneur le mélange des genres. Aujourd'hui, répétition pour une prochaine soirée événement.
Sans surprise, mais avec plaisir, le manuscrit de la souscription a été acheté à l'unanimité des membres de la commission des acquisitions. Quant au tableau L'Atelier du peintre, il fut effectivement acheté par le Louvre grâce à la souscription de 1920. Mais peint en 1854, sa place est désormais dans les collections 19e siècle d'Orsay. Le musée lui réserve l'honneur d'une restauration bien méritée. La restauration de l'atelier du peintre de Courbet est une opération tout à fait exceptionnelle et historique, qui prend complètement aussi son sens, qui devient emblématique de la politique de restauration entreprise par Guy Cocheval pendant sa présidence du musée d'Orsay. On a pu créer, établir un programme autour des grands formats académiques, la restauration de certains tableaux d'histoire qui n'avaient jamais pu être présentés dans le musée. C'est vrai que nos métiers sont très privilégiés et pleins de merveilleuses découvertes et également nous permettent de pouvoir dépasser la contemplation. Donc de s'intéresser à la matérialité, à observer les touches, d'observer la matière. Ici, chez Courbet, on a à la fois une peinture qui est très crémeuse par endroits, qui est très nourrie de liant, d'huile, et on voit la souplesse du pinceau. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement sensuel. Ça fait partie du plaisir aussi de cette observation. Avec l'atelier du peintre, Courbet fait de son œuvre un véritable manifeste. Il se place lui-même au centre. Il explique par ces mots le choix politique de sa composition. C'est le monde, dit-il, qui vient se faire peindre chez moi. À droite, tous les actionnaires, c'est-à-dire les amis, les travailleurs, les amateurs du monde de l'art. À gauche, l'autre monde de la vie triviale. Le peuple, la pauvreté, la misère, la richesse, les exploités, les exploiteurs, les gens qui vivent de la mort. Dans le musée, le va-et-vient des œuvres ne faiblit pas. On décroche un grand tableau d'histoire pour en accrocher un autre qui attend son tour pour la restauration. Protocole de la descente en réserve. Une préposée aux ouvertures et fermetures du monte-charge. Un accès limité aux seuls conservateurs du musée et aux équipes habilitées au déplacement des œuvres. Un lieu gardé comme un trésor, et il l'est. Près de 70 000 œuvres y sont conservées. La trappe, seul passage possible entre les réserves et la nef pour le plus grand des tableaux d'Orsay. Vas-y, tu peux y aller maintenant. Les gars, il faut dégager de la table. Sortez maintenant, doucement. 4 mètres par 6 mètres 50, porté dans les airs, pour une ascension de 17 mètres de hauteur, gérée au centimètre près.
traînard. sur traînard, donc à mon avis. Et puis c'est tout léger. On décroche ce truc là, on roule. On roule. On fait un tapisserie. On faisait un tapisserie. Laurence dit qu'il faudrait un arrache-clou. Ou Parce que c'est un tournevis. Ouais, c'est agrafé. Oui, mais tu tires dessus, vous voyez. Bon. De toute façon, il restera des agrafes dessus, sur le tapis. Les agrafes sont pas enfoncées complètement, mais moi, j'arrive pas à les retirer là. Non. Je me suis pété un ongle, c'est pas grave, mais plutôt que d'arracher éventuellement, laisser les agrafes dedans. Sous le plastique qui la protège, une œuvre attend sa résurrection. Peinte en 1851 par Auguste Glaise, elle n'a pratiquement jamais vu la lumière. Achetée par l'État, elle fut déposée à Autun, en Bourgogne, et vite oubliée, roulée dans les combles du musée de la ville. Ses couleurs d'origine ont disparu, les vernis ont jauni. Son état était tel qu'elle n'a pas pu être présentée à l'ouverture d'Orsay en 1986. Première étape du sauvetage, la restauration du châssis, c'est fait. À présent, l'objectif est de redonner aux femmes gauloises, c'est le titre du tableau, leur premier éclat politique. L'histoire des origines nationales chère à Napoléon III. Tout est bienvenu dans le plan. C'est très bien. Et les accidents que vous voyez là correspondaient entre autres à des problèmes, des manipulations et un stockage de l'œuvre inadapté. Il y avait de nombreuses vagues parce que le tableau était mal tendu sur son châssis. Il y avait aussi une grande déchirure. Non, l'équipe support a fait un boulot mais impeccable. Le tableau est très très bien revenu, a très très bien réagi. Maintenant, il nous reste à faire un travail sur la couche picturale aussi beau que possible et aussi léger que possible. Il n'y a plus qu'à. C'est le jour du grand rassemblement, chaise musicale et pas de danse. On décroche, on déplace les œuvres qui ont été choisies par les 3 commissaires de l'exposition du Second Empire, on pousse des chariots, injustement appelés traînards, alors qu'ils filent de salle en salle. Sont convoqués un tableau de Cézanne représentant le peintre Achille Empereur et le portrait de son autre ami proche, Émile Zola, peint par Manet. Sont annoncées aussi quelques surprises à l'exubérance toute napoléonienne, dont un bénitier à la légèreté cristalline, mais trompeuse. Avec ses 53 pièces de cristal simplement emboîtées, cette masse limpide pèse 450 kilos. Un exploit pour cette œuvre religieuse qui témoigne de l'exceptionnel savoir-faire des cristalleries de Lyon. Ce bénitier a été offert à l'impératrice Eugénie lors de l'exposition universelle de 1867. Remis 3 années plus tard au Mobilier national en pièces détachées, il ne retrouve qu'aujourd'hui sa splendeur originelle. C'est super beau. C'est joli. Ça va fonctionner? Oui, ça va, ça fonctionne déjà. Bon, super. C'est maintenant au tour de l'empereur d'entrer en scène. Là, ici, voilà. Napoléon Ier, cette fois, revisité par le très néoclassique Eugène Guillaume, sculpteur officiel du Second Empire. On regarde à droite et à gauche. Pour mon côté, c'est bon. La sculpture, de grandeur nature, doit trouver sa juste place, ou plus précisément, sa bonne hauteur,
à l'appréciation des commissaires de l'exposition. Et par rapport à la profondeur, Bah oui, c'est pas. la profondeur, En même temps, on le voit. La profondeur, c'est bien. Manque de chic. Alors, une base aurait été plus jolie. Là, oui. Oui. Il paraît tout petit dans sa niche. Bah, parce C'est qu'il presque une insulte. il est un peu tassé, quoi. On a combien, pardon, de la base noire jusqu'à la plainte rouge? Ça. Ça en plus. En plus, ça va lui mettre la tête. Ça en plus, ça va lui mettre la tête d'un Non peu. mais reculez, il est tassé dans sa niche. On n'a pas du tout l'effet qu'il a sur le tableau. Ah, c'est ce que je dis. Là, il est plein de majesté, là, il est un peu collé au sol. Moi, je vous propose quand même qu'on aille voir dans la réserve des socles pour voir si on ne trouve pas un socle à peindre. tu tiens Mathieu? Ouais, c'est bon, je tiens. On va essayer de faire suivre le départ. Les artistes de l'époque n'ont pas attendu les conquêtes impériales pour aller chercher d'autres inspirations dans les confins du Nouveau Monde. D'autres sujets, d'autres visages, Attention parce qu'il est très incliné, hein, il cache l'oreille. comme celui marquant d'un ancien esclave sculpté par Charles Cordier, intitulé « Nègre du Soudan au visage de bronze ». Redresse, t'es pas assez penché. Redresse, t'es pas assez penché. Ressortez-le, on va le repositionner dans son sens. Et ensuite on le remet. Du modèle, on ne sait rien, si ce n'est qu'il était joueur de tam-tam à Alger et que Cordier, sensible à sa noblesse naturelle, lui a donné la prestance d'un empereur, sans richesse ni pouvoir, mais à la riche couronne de marbre et d'onyx. Et incline tout de suite. Je le retiens. Dans l'autre sens. Tout l'autre sens, Tu penches plus. Voilà, c'est bon. C'est bon, là il a pris l'oreille et tout. Voilà, il a pris l'oreille. Pour moi c'est bon. On va moi juste aussi. enlever la petite trace sur le côté. Voilà. Voilà. Allez, 1, 2, 3. Tes genoux. Baisse tes genoux. Voilà. Et là, on décale. Voilà. 1, 2, 3. Les amants poètes sont du prochain voyage. Ils repartent au musée du Luxembourg, à Paris, le temps d'un prêt pour une exposition dédiée au peintre Fontaine-Latour, qui a saisi pour toujours le regard vague de Rimbaud, déjà ailleurs,
et le désespoir de Verlaine. Le musée d'Orsay est un des musées au monde qui prête le plus. On prête énormément de tableaux. On prête 1200 à 1400 tableaux tous les ans à des expositions extérieures. On est sollicité par le monde entier pour recevoir nos tableaux dans des expositions qui sont des expositions assez larges et qui sont multiprêteurs. Le deuxième concept d'exposition, c'est l'exposition hors les murs, où là, on fait des expositions à partir de nos seules collections. C'est-à-dire qu'on va aller dans un pays qu'on va démarcher ou qui vient nous trouver et nous demande de produire une exposition complète basée uniquement sur nos œuvres. Donc ça, c'est un produit, puisqu'on va faire un concept global d'exposition, c'est-à-dire avec le choix des œuvres, le catalogue, les textes, le matériel éducatif. Donc on fait vraiment une exposition complète qui va nous permettre effectivement, nous, en même temps, d'avoir un revenu important et qui nous a permis, dans les années précédentes, de faire un gros travail de restauration de nos œuvres. On a des demandes, par exemple, quand un nouveau musée va ouvrir, ou pour une opération exceptionnelle, on dit ah ben tiens, il nous faudrait une opération très prestigieuse, et donc tout de suite on pense impressionniste, et donc quand on pense impressionniste, on pense musée d'Orsay. Dans le public étranger, les premiers sont les Américains, les seconds ce sont les Japonais. Rencontre au sommet, du moins au 5e étage du musée, dans la galerie des impressionnistes. Le président du groupe japonais Nikkei, l'indice de la bourse de Tokyo, est en visite à Orsay pour un ambitieux projet d'exposition au Japon. Il y a une passion du Japon pour l'impressionnisme, mais qui dure depuis 30 ans. Donc c'est pas juste une mode, c'est quelque chose de vraiment culturel et qui se transmet et qui perdure. Alors que le président de Nikkei savoure déjà l'idée d'accueillir les chefs-d'œuvre d'Orsay, dans les réserves, quelques étages en dessous, les équipes s'affairent pour boucler les dernières caisses d'une importante exposition à destination de Séoul. Parmi les publics du musée, les Coréens se placent juste après les Japonais. L'enjeu artistique est passionnant. Inscrite pour la première fois dans l'agenda officiel des échanges culturels entre les deux pays, c'est la 3e exposition des œuvres d'Orsay en Corée. Presque une habitude, une compréhension qui autorise les conservateurs, de part et d'autre, à des choix audacieux. Sortir des seules œuvres iconiques d'Orsay pour en découvrir de nouvelles, autant du côté des académiques que des modernes. Sous le titre « Les mondes esthétiques du XIXe siècle », ce sont au total 70 tableaux et 50 dessins des collections d'Orsay qui vont faire le voyage vers Séoul. Concevoir une exposition à partir des œuvres du musée d'Orsay, c'est une expérience absolument merveilleuse, puisque ce qui fait la magie d'un musée, ce qui fait la magie des œuvres, c'est que leur réunion crée des dialogues et qu'une exposition à l'extérieur nous permet finalement de sortir de l'exigence que nous avons ici à Paris d'un discours encyclopédique. Et ces confrontations nouvelles, à partir d'œuvres que l'on croit connaître nous-mêmes, croit connaître très précisément puisqu'on les côtoie tous les jours, qu'on les aime depuis de nombreuses années, qui fait naître des choses nouvelles, des consanguinités entre les esprits d'artistes que l'on n'avait pas forcément vues ou compris auparavant, parce que justement on était encore un peu trop tributaire de ces catégories artistiques avec lesquelles nous travaillons habituellement. Les laitières normandes. Parmi ces œuvres mises en caisse, une compte un peu plus que les autres. La laitière normande, caisse 43, de Jean-François Millet. Millet est le peintre préféré des visiteurs coréens à Orsay. Le nombre de connexions des audioguides devant l'original des Glaneuses ou de l'Angélus en atteste.
Alors les expositions que nous organisons à l'international, elles posent bien évidemment la question de notre rapport à l'original, à l'œuvre elle-même, puisqu'on pourrait imaginer que ces œuvres très connues pourraient beaucoup plus facilement, compte tenu de toute la difficulté, le soin et l'investissement nécessaires à leur voyage, qu'elles pourraient être présentées sous la forme de livres ou même aujourd'hui de projections grâce à des images de très très haute définition par exemple. Néanmoins, la philosophie de l'art et finalement notre rapport au chef-d'œuvre est que nous voulons être confrontés à l'original et qu'il se passe quelque chose un petit peu de transcendantal lorsqu'on est en face des œuvres. Et c'est un petit peu aussi ce pourquoi les gens font aussi des milliers de kilomètres pour venir au musée. Là, vous êtes dans le bon sens. C'est cassé. Dans les courants qui traversent l'art du XIXe siècle, émerge de temps à autre le terme de « pompier », cette peinture exubérante, d'un académisme parfois débordant. William Bouguereau est l'un des plus représentatifs de ces peintres pompiers. Une salle lui est désormais dédiée, pas vraiment un retournement de l'histoire, mais un juste retour des choses. Il y en a trois d'un côté, il y en a qu'un de ce côté-là. Denis, du côté de Denis. Ok, allez. Un, dos, tres. Ok, c'est bon. Très estimé des collectionneurs américains, Bouguereau fut longtemps dédaigné en France, au point qu'à l'ouverture d'Orsay, une seule œuvre, La naissance de Vénus, figurait aux collections. À la suite d'une dation de la part de la famille du peintre en 2010, d'autres tableaux ont rejoint les collections, amenant à réfléchir à la valeur relative de l'art. Kitsch ou pas kitsch ? C'est vrai que le fait d'avoir une salle Bouguereau, ça aurait été un petit peu inimaginable il y a 30 ans. Et c'est dû aussi à l'évolution du goût qui fait que les visiteurs, dans leur ensemble, aujourd'hui sont mieux disposés envers cette peinture. Désormais, on est moins dans un schéma idéologique où on a les méchants académiques et la bonne avant-garde, lié tout ça évidemment à des questions aussi politiques. C'est-à-dire que pendant très longtemps aussi, on a considéré que la peinture académique était une peinture bourgeoise, réactionnaire. Donc c'est quelque chose qui avait été mis de côté parce que justement on pensait que aussi la peinture d'avant-garde était une peinture révolutionnaire, une peinture plutôt populaire. Et donc il y avait aussi un aspect politique très présent dans le débat qui aujourd'hui a finalement disparu.
Du côté des modernes, le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. Il réactualise le motif académique du bain en plein air, avec une audace telle pour l'époque que le tableau souleva un flot de critiques indignées. Question de goût, il est aujourd'hui l'une des œuvres stars d'Orsay. Déplacé sous l'œil des caméras du journal télévisé dans sa course pour rejoindre l'exposition du Second Empire. C'était l'inverse, oui, en 63. Exactement. Oui, ça y est, il est accroché, il est superbe. Non, c'est magnifique. Ça fonctionne très bien avec le reste de la salle. Donc, je pense que l'objectif est atteint. Donc on fait le chemin retour dans combien de temps? Au mois de janvier, dans 4 mois à peu près. Il réintégrera les collections. Mais là, il est très bien, on va le garder là pendant quelques temps quand même. À ce point précis du parcours d'exposition se joue un moment clé de l'histoire de l'art. Cette salle, où l'accumulation des tableaux atteint les plafonds, rappelle l'accrochage du salon officiel de 1863 et une polémique qui fit grand bruit. 6000 œuvres avaient été proposées par les artistes cette année-là. Le salon n'en accepta que la moitié, renvoyant 3000 refusés à leurs ateliers, bien prêts à exprimer une colère légitime. Parmi ces refusés, Édouard Manet et son déjeuner sur l'herbe. Pour clore la révolte des révolutionnaires du goût de l'époque, l'empereur, magnanime, décida de la création d'un salon des refusés. La personnalité de Napoléon III, elle est vraiment intéressante là parce qu'il se montre très libéral dans sa relation aux arts. Il considère que finalement, on peut présenter les deux et ce sera le public, les visiteurs qui vont venir voir ces salons, qui vont dire voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Là, le jury a eu raison d'accepter, là, le jury s'est trompé, aurait mieux fait de refuser, par exemple. Et donc, c'est aussi une vision qui est de dire que le goût populaire, l'opinion publique, est importante aussi dans le domaine de l'art. Le goût de Napoléon III lui-même, on le voit ici, puisque donc, derrière moi, il y a la Vénus du peintre Cabanel, qui est un des achats que Napoléon III fait lors de ce salon pour sa collection personnelle. Et donc lui, voilà, on voit c'est quelqu'un de libéral quand il s'agit de l'organisation des beaux-arts, mais dans ses goûts, ensuite, il se montre plus conservateur. Et donc ce qu'il va acheter, c'est un tableau représentant une nudité féminine idéalisée, un sujet mythologique, Vénus sortant de l'onde. Et donc là, on voit en fait que dans son goût personnel, il suit en fait plutôt le goût bourgeois, le goût conservateur de son temps. Finalement, l'idée, louable, de créer un salon parallèle s'est retournée contre elle-même. Les bourgeois conservateurs se sont rués en masse devant les œuvres des refusés, non par curiosité, mais pour s'en moquer, pour rire aux éclats devant le déjeuner sur l'herbe. La gare d'Orsay est superbe et elle a l'air d'un palais des beaux-arts, écrivait le peintre Édouard de Taille au moment de son inauguration en 1900. Formidable prophétie
pour la gare, effectivement devenue musée, mais aussi formidable héritage d'une architecture devenue symbole de la période des collections d'Orsay. La verrière, qui surplombe la nef, est en elle-même un chef-d'œuvre de l'art ferroviaire. Dans une légèreté trompeuse, la double peau, comme on l'appelle ici, est portée par une imposante structure métallique approchant les 12 000 tonnes, digne de Gustave Eiffel. Quelques minces ouvertures donnent accès aux caissons en staff de la nef. 1600 au total, entretenus par des cordistes suspendus à 30 mètres de hauteur. Cette mission aérienne est d'autant plus importante que, dissimulés à l'intérieur des caissons, 40 000 petits capteurs régulent l'acoustique de cette immense caisse de résonance. Version intime pour parcourir les salles d'exposition, version éclatante pour répondre à l'invitation de la musique et de la fête dans l'une de ces soirées qu'Orsay aime programmer. L'exposition Second Empire tient sa promesse de célébrer les fastes d'une société longtemps considérée comme superficielle, voire décadente. Mais la beauté, la rareté des 440 pièces qui s'offrent là, aux yeux des visiteurs, ne peuvent pas mieux exprimer l'éclectisme d'une époque. Parmi le public, en visiteur éclairé, M. Daniel Acouf, qui contribua à l'exposition « L'art en France sous le Second Empire » à Paris, au Grand Palais, en 1979. C'était quelques années avant l'ouverture d'Orsay. Il est visiblement ravi du regain d'intérêt pour cette période. Eh bien, ce qui est très frappant, nous regardons le livre d'or, ce sont les appréciations des visiteurs. C'est toujours wonderful, magnifique, muy bonito. Et c'est ce qu'on n'aurait pas lu en 1979, où au contraire, les réactions de la presse, notamment, avaient été très, très virulentes, parce qu'on trouvait l'art du Second Empire affreux, à la limite, on ne comprenait pas pourquoi on avait fait une exposition à ce sujet. Alors que là, au contraire, on sent qu'il y a une sympathie, un intérêt, c'est sûrement dû, évidemment, à la création du musée d'Orsay, qui a habitué le public au Second Empire. En 1979, il n'y a eu aucun effort de présentation, ce n'était pas encore la mode à l'époque, alors que là, l'ambiance du Second Empire est recréée grâce aux efforts des décorateurs. Après l'ambiance très raffinée de l'exposition, c'est à une expérience plus frontale que sont invités les visiteurs. Assister en live à la restauration des femmes gauloises, et cette fois pas en dehors, mais à l'intérieur du cube de verre. Pas plus de 5 ou 6. J'aime bien faire ça. Pour le public, c'est une occasion unique d'un face-à-face avec les femmes gauloises, au-dessus desquelles plane l'ombre de l'empereur. Napoléon III, il était très féru des Gaulois.
Il voyait dans ce thème une manière de fédérer les Français autour de leur histoire. Et là, c'est les femmes gauloises qui sont en train d'exciter leur mari à la rébellion pendant la conquête de la Gaule. Et en pratique, c'est les femmes gauloises qui, après avoir, pour la plupart, tué leurs enfants, vous voyez, il y en a une qui a tué son nourrisson avec le filet de sang qui dégouline, il y en a une qui est en train de planter son couteau dans le cou de sa fille au fer. Donc, toutes ces femmes vont se suicider après avoir excité les Romains, poussé aussi leurs maris les Gaulois à la rébellion. Et ce suicide collectif est censé être le paroxysme de l'héroïsme. Voilà. Ça te va comme ça? C'est parfait? Tout était calculé. Tout était calculé. Un nouvel arrivant à Orsay, un tableau de Dominique Papetti, peintre marseillais. Un inconnu, mais dont ce serait le chef-d'œuvre. Le titre est une promesse en soi, rêve de bonheur. Pour ce très grand format, le bonheur est à Orsay. Il a été prêté pour une durée de 5 ans par le musée Vivenel de Compiègne en échange de sa restauration. Reste à trouver la meilleure place, si possible pas trop éloignée des gracieuses danseuses de Degas. Insatiable musée d'Orsay, qui pour le plus grand plaisir des visiteurs n'a de cesse d'accueillir de nouvelles œuvres, élargissant le regard sur des collections de plus en plus prestigieuses et complètes. Patience et longueur de temps. Spencer Hayes et son épouse Marlène, tout juste médaillés de la Légion d'honneur par le président de la République, viennent enfin de signer la donation de leur collection d'art à l'État français. Après des années de négociations confiantes, ce sont les 600 œuvres d'art français, parmi les plus remarquables, accumulées année après année par ce couple de collectionneurs américains qui vont rejoindre les collections d'Orsay. Un moment exceptionnel dans la vie d'un musée. What we really love is the navvies. And we felt like the navvies belonged in the Orsay Museum, our collection. Is that paintings you really like around here you can show us? These are Radon. Radon was about 20 years older than Bonnard and we are. Après les réponses aux journalistes, il reste maintenant à Spencer Hayes de retrouver un moment l'intimité de ce musée qu'il connaît par cœur et d'imaginer les chefs-d'œuvre de sa donation entrer dans le bal des collections permanentes d'Orsay, d'accrochage en accrochage, dans de nouveaux espaces dédiés à ce que lui et son épouse appellent leur passion française. Vuillard, Bonnard, toute la richesse des peintres nabis qui feront d'Orsay la plus importante collection au monde de ce mouvement phare de l'histoire de l'art. Rêve de bonheur va s'offrir à nouveau au regard des visiteurs du monde. Distillant le message que son peintre a voulu faire passer en son temps, la possibilité d'une société idéale,
d'un renversement, en écho lointain aux Romains de la décadence. Le rêve comme la réalité appartiennent aux artistes qui s'en emparent. Et comme un hommage à toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre de leurs chefs-d'œuvre, donnant une part d'eux-mêmes et de leur travail passionné, au bas du rêve de bonheur, un restaurateur de tableaux a écrit son nom, tout près de la signature du peintre.